Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures au Caire. C'est l'heure du journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. J'ai le plaisir de commencer tout de suite avec les principaux titres. Le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, effectue un appel téléphonique avec son homologue allemand pour le dernier développement des situations dans la région. Le Hamas considère les déclarations de Netanyahou de mauvaises intentions, mettant des entraves devant la réalisation d'un accord qui prévoit la libération des otages et du cessez-le-feu. Le Parti des travailleurs du Kurdistan s'apprête à franchir une étape symbolique en procédant aujourd'hui en Irak à un premier dépôt d'armes. À la une de nos actualités, en réponse aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, le ministre des Communications et de la Technologie de l'Information, Dr Amr Talat, et la ministre de la Solidarité sociale, Dr Maya Morsi, ont fourni des indemnisations d'1 million et 100 000 livres égyptiennes pour chaque victime de l'incendie de la centrale de Ramsès et 175 000 livres pour chaque blessé. La société Télécom Égypte devra payer 1 million de livres pour la famille de chaque victime et 150 000 pour chaque blessé. La ministre de la Société sociale a donné ses directives de déployer toutes les procédures afin de présenter des indemnisations de quelques 100 000 livres pour la famille de chaque victime et 25 000 pour chaque blessé. Les forces de protection civile ont réussi à contrôler un nouvel incendie survenu en haut du bâtiment de la centrale de Ramsès au Caire. Le nouvel incendie a été renouvelé hier après celui contrôlé mardi. Le gouvernorat du Caire a déclaré qu'un incendie est survenu en haut du bâtiment de la centrale alors que les forces de protection civile ont réussi à le contrôler rapidement. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration, Dr Badr Abdelati, a effectué un appel téléphonique avec son homologue allemand, Johann Wadefull. L'appel a porté sur les derniers développements des situations dans la région. Lors de l'appel, Abdelati a examiné avec son homologue allemand les derniers développements dans la bande de Gaza et le développement des négociations concernant le cessez-le-feu et la remise des otages et des détenus, soulignant la nécessité de mettre fin au bain de sang du peuple palestinien et garantir l'acheminement des aides humanitaires à la bande de Gaza. Dr Abdelati a examiné les préparatifs entamés par l'Égypte pour accueillir la conférence de la reconstruction de la bande de Gaza après le cessez-le-feu. L'appel a également abordé la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Le ministre des Affaires étrangères accentuant l'importance de la reprise des négociations sur le programme nucléaire iranien. Dans le cadre de l'agression continue des forces de l'occupation sur des diverses régions dans la bande de Gaza, 2 Palestiniens sont tombés martyrs alors que d'autres ont été blessés dans un raid sur la ville de Khan Younis au sud de la bande de Gaza. Des sources médicales palestiniennes ont déclaré l'attaque d'un nombre de Palestiniens suite à ce raid, notamment sur le district d'Al-Saftawi au nord-ouest de Gaza. Ceci intervient alors qu'un adolescent a été blessé dans un raid de l'occupation visant un groupe de Palestiniens près d'un point de distribution d'aide au sud de Wadi Gaza, au centre du secteur de Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prétendu qu'il n'existe aucune possibilité de trouver un accord global avec les factions palestiniennes qui inclut la libération de tous les otages détenus dans la bande de secteur de Gaza dans la période actuelle. Netanyahou a aussi averti qu'Israël reprendrait la guerre en l'absence d'un accord de cessez-le-feu permanent qu'il a conditionné au désarmement du Hamas. Les détails avec Shams Selemi.
Au cours d'une rencontre avec les familles des détenus israéliens en marge de sa visite aux États-Unis, M. Netanyahou a essayé de persuader les proches des otages de sa décision prévoyant œuvrer pour réaliser un accord d'échange partiel d'après des plans non déclarés conclus avec le président américain Donald Trump. Selon les propos du Premier ministre israélien, il essaye de libérer la moitié des prisonniers vivants et décédés en échange d'un cessez-le-feu temporaire de 60 jours, à la suite duquel commencent les négociations visant à mettre un terme à la guerre et ainsi réaliser les objectifs de son incursion visant le désarmement de Hamas. Il a réitéré sa décision de reprendre la guerre en cas de désaccord sur un cessez-le-feu permanent. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est toutefois dit prêt jeudi à négocier un cessez-le-feu permanent dès le début d'une éventuelle trêve avec le Hamas à Gaza. Alors que les discussions indirectes sur une trêve ont lieu à Doha entre Israël et le Hamas, M. Netanyahou a aussi averti qu'Israël reprendrait la guerre en l'absence d'un accord de cessez-le-feu permanent qu'il a conditionné au désarmement du mouvement palestinien. Plus tôt, le Hamas a évoqué des pourparlers difficiles à Doha et a affirmé son opposition à un accord de trêve qui maintiendrait une présence militaire des forces de l'occupation dans la bande de Gaza, dévastée par 21 mois de guerre. L'accord de trêve en discussion à Doha porte sur une trêve de 60 jours associée à la libération de 10 otages vivants et au retour en Israël des dépouilles de 9 autres, selon Washington. Le Hamas a maintes fois dit exiger le retrait israélien de Gaza, des garanties sur le caractère permanent d'un cessez-le-feu et une reprise en main de l'aide humanitaire par l'ONU et des organisations internationales reconnues. De son côté, le Hamas a considéré les déclarations de Netanyahou dans lesquelles il a informé les familles des otages de ne pas pouvoir réaliser un échange total d'otages, ce qui reflète ses mauvaises intentions, mettant des entraves devant la réalisation d'un accord qui prévoit la libération des otages et du cessez-le-feu. Le Hamas a également déclaré qu'il avait déjà proposé l'échange de détenus, la libération de tous les otages et un accord qui réalise un cessez-le-feu durable et l'acheminement des aides. Mais Netanyahou avait refusé cette proposition et continue à mettre des entraves. Dans un autre contexte, le président français Emmanuel Macron a appelé à une reconnaissance commune de l'État de Palestine par la France et le Royaume-Uni. De son côté, le Premier ministre britannique a affirmé que la politique de longue date de son parti travailliste et de son gouvernement était de reconnaître la Palestine dans le cadre d'un processus. Les détails dans ce commentaire. Lors d'une conférence de presse commune avec Keir Starmer, le président français a souligné la nécessité d'unir les voix à Paris, à Londres et partout ailleurs pour reconnaître un État de Palestine et initier cette dynamique politique qui est la seule conforme à une perspective de paix. Toutefois, il a ajouté, l'accent doit maintenant être mis sans relâche sur l'obtention d'un cessez-le-feu qui doit permettre à la politique de prendre le pas sur les combats et permettra à l'aide humanitaire d'arriver aux otages. Le 19 mai, le Royaume-Uni, le Canada et la France avaient ouvert la voie à une éventuelle reconnaissance dans une déclaration commune qui dénonçait les actions scandaleuses du gouvernement Netanyahou dans la bande de Gaza, assiégée et affamée. Depuis, aucun des dirigeants de ces trois pays n'a franchi le pas. Les États-Unis et Israël s'opposent fermement à un tel projet. En mai 2024, l'Irlande, l'Espagne et la Norvège, rejointes un mois plus tard par la Slovénie, avaient annoncé reconnaître l'État palestinien. Sur un autre plan, Paris et Londres, les deux puissances nucléaires européennes, ont resserré leurs liens nucléaires, un pas important pour faire face à la dégradation de la sécurité en Europe, compliquer les calculs de la Russie et rassurer les alliés européens soucieux de l'avenir du parapluie nucléaire américain. Passons au Liban, où des sources libanaises ont déclaré que les forces de l'occupation ont dépassé les limites vers les frontières de la ville de Bléda et sont entrées pour une distance de 800 mètres à l'intérieur des territoires libanais. Ces forces ont également affirmé qu'un avion affilié aux forces de l'occupation a jeté un explosif près des citoyens dans la cité de Kafr Kala sans faire de blessés.
Un autre pays arabe où les autorités de la région autonome du Kurdistan dans le nord de l'Irak ont annoncé que 2 drones ont été abattus dans la nuit près de positions kurdes. Entre-temps, le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, en guerre contre Ankara depuis 4 décennies, s'apprête à franchir une étape symbolique en procédant aujourd'hui en Irak à un premier dépôt d'armes. Ceci intervient 2 mois après la déclaration du parti de sa dissolution et sa mise d'armes dans une initiative intitulée « La Turquie sans terrorisme ». Un processus de paix initié depuis l'autonome doit permettre de tourner la page de plus de 4 décennies de violence qui ont fait au moins 40 000 morts. Passant en Europe, où des frappes nocturnes ukrainiennes ont fait un mort dans la région de Lipetsk, en Russie. Les forces de Moscou assurent aujourd'hui avoir abattu une centaine de drones. Ceci intervient alors que les négociations en vue d'une issue diplomatique piétinent au moment où les forces russes occupent près de 20% du territoire ukrainien. Elles ont aussi revendiqué en début de semaine la prise d'une première localité dans la région de Dnipropetrovsk. L'Ukraine mène presque chaque jour des attaques aériennes en Russie, tandis que les forces russes continuent elles aussi, de bombarder quasi quotidiennement les villes ukrainiennes dans le cadre de l'offensive russe en Ukraine lancée février 2022. D'autre part, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré aujourd'hui avoir exposé la position de Vladimir Poutine sur le règlement du conflit en Ukraine lors d'une rencontre hier avec son homologue américain Marco Rubio. Les déclarations de M. Lavrov interviennent en marge d'une réunion de l'Association des Nations Asie du Sud-Est à Kuala Lumpur. Passons en économie, où le secrétaire d'État américain Marco Rubio s'est entretenu aujourd'hui avec son homologue chinois Wang Yi en Malaisie de plusieurs désaccords bilatéraux, notamment la guerre commerciale, Taïwan, la mer de Chine méridionale ou les hautes technologies. Cette rencontre, la première entre les deux hauts responsables depuis le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, se déroule en marge des réunions des ministres des Affaires étrangères des pays de l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est ASEAN. Malgré ce délai, le chef de la diplomatie américaine a assuré jeudi que les États-Unis n'ont aucunement l'intention d'abandonner l'Asie-Pacifique. Les droits de douane américains inquiètent toutefois les nations de la région. Trump a averti cette semaine qu'il imposera des surtaxes punitives à plus de 20 pays, notamment asiatiques, s'il ne concluait pas l'accord avec Washington d'ici au 1er août. Le président américain Donald Trump a de nouveau ciblé jeudi le Canada en lui imposant 35% de surtaxe, accusant Ottawa d'avoir riposté à ses droits de douane. Ottawa et Washington tentent de négocier un accord commercial, mais les discussions sont tendues entre les deux voisins qui ne veulent pas donner le sentiment de céder. Les détails avec Shams Selami. Au lieu de travailler avec les États-Unis, le Canada a riposté avec ses propres droits de douane. À partir du 1er août 2025, nous appliquerons au Canada des droits de douane de 35% sur les produits canadiens exportés aux États-Unis. C'est ce qu'a écrit le président américain dans un courrier du Premier ministre canadien Mark Carney et a partagé sur sa plateforme Truth Social. M. Carney a affirmé jeudi soir sur X qu'au cours des négociations commerciales actuelles avec les États-Unis, le gouvernement canadien défendait sans relâche ses travailleurs et ses entreprises. Comme pour chaque courrier envoyé à plus d'une vingtaine de pays depuis lundi, le président américain a précisé que ces droits de douane viendront s'ajouter à ceux imposés à des secteurs d'activité particuliers tels que l'acier et l'aluminium ou l'automobile. Un peu plus tôt dans la soirée, M.
Trump a annoncé lors d'un entretien téléphonique accordé à une chaîne de télévision qu'il comptait envoyer une missive du même ordre à l'Union européenne aujourd'hui ou demain. Il a également assuré que les pays qui n'ont pas été notifiés de droits de douane spécifiques se verraient imposer une surtaxe plancher de 15 à 20%, sans préciser si cette surtaxe s'ajouterait aux droits de douane dits de base de 10%, qui visent la plupart des produits entrant aux États-Unis depuis avril. Un puissant opioïde responsable d'une grave crise sanitaire aux États-Unis a imposé 25% sur les produits importés depuis les deux voisins des États-Unis avant d'en surprendre une bonne part. Depuis, Ottawa et Washington tentent de négocier un accord commercial, mais les discussions sont tendues entre les deux voisins qui ne veulent pas donner de sentiment de céder dans des négociations considérées de part et d'autre comme des enjeux de souveraineté. Et finalement, le président américain Donald Trump sera aujourd'hui à Texas, au Texas, meurtri par des inondations qui ont causé la mort de 120 personnes au moment où la réponse du gouvernement et des autorités locales est pointée du doigt. Le centre du Texas a été frappé le 4 juillet, jour de la fête nationale aux États-Unis, par des pluies diluviennes qui ont provoqué des crues subites, surprenant de nombreux habitants dans leur sommeil. Alors, c'était la fin de notre journal. Je vous remercie infiniment, chers téléspectateurs, pour votre attention et suivi.